Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food. Une fois de plus, nous sommes dans un lieu merveilleux avec des gens talentueux pour parler des bons produits qui donnent envie puisque nous sommes au Ritz, le plus beau palace du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de pâtisserie avec François Perret, le chef pâtissier de ce lieu symbole d'excellence qui nous accueille. Bonjour François. Bonjour David. Nous sommes avec Myriam Sabet, la fondatrice de la Maison Aleph, la pâtisserie aux saveurs orientales. Nous sommes avec Amélie Vincent, la consultante food, la dénicheuse de goût. Nous sommes avec Déborah Dupont-Daguet, la propriétaire de la librairie gourmande qui va nous aider à compléter notre bibliothèque. Et puis nous sommes avec Hélène Pietrini qui va dérouler la liste de la liste, le classement des classements, des 1000 restaurants et des 1000 pâtisseries. Avant de commencer, François, on a hésité à prendre la suite impériale et puis on a trouvé que c'était un petit peu surfait, donc on s'est mis en toute humilité au sous-sol, mais dans un lieu qui n'en est pas moins symbolique. On est où ? Là, on se trouve sur la place des cuisiniers. C'est un lieu qui est plutôt sympathique, donc il donne directement dans les cuisines. Alors nous, on est en dessous, on est au -2. Mais ce qui n'est pas plus mal aussi aujourd'hui, parce que ça permet, comme en pâtisserie-cuisine, on n'a pas forcément les mêmes coups de feu, donc ça permet d'avoir des temps calmes avant les coups de feu. C'est pas mal. C'est une petite équipe de combien de personnes, le Ritz ? Tout le Ritz, il me semble, c'est 550 personnes. Et en pâtisserie ? En pâtissier, on est 30 et quelques. Ouais, 32, je crois. Alors avant d'arriver au Ritz, tu es passé par plusieurs palaces, le Meurice, le Georges V, le Shangri-La, etc. Est-ce qu'il y a une pâtisserie de palace spécifique ? Je ne pense pas qu'il y ait une pâtisserie de palace. Je pense qu'il y a des produits bons et d'autres moins. Et je pense que dans un palace comme dans un autre, il faut que ce soit bon et il faut que ce soit beau. Voilà. Après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Pour moi, les deux sont indispensables. Et alors, comme tu n'étais pas très bien ici, tu as choisi de partir à la découverte de la street food dans une série qu'on a vue sur Netflix, oui, qui est maintenant sur France 5 et puis qu'on peut retrouver, j'imagine, en replay, qui s'appelle The Chef in a Truck. Tout à fait. C'est quoi l'histoire ? L'idée, c'était de sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir vraiment de la zone de confort, et puis de pouvoir aller à la rencontre des Américains, de réinterpréter un petit peu leurs grands classiques. Et voilà, de se nourrir finalement. L'objectif, il était clairement de se nourrir. Donc moi, j'ai eu la chance de partir là-bas et je me suis nourri. Il y en est ressorti beaucoup de produits puisqu'il y a toute une dynamique takeaway, dirons-nous, qui est née de ce voyage. Et ça commence par ça. Ça, c'est un pain suisse. Donc l'idée, c'était de le faire en format longiligne pour pouvoir le manger plus facilement. Quand on vient goûter au Ritz, on essaye de garnir la table. Voilà. Donc là, on a essayé de vous apporter, je dirais, un petit panel de produits. Donc on a déjà les pains suisses qu'il va falloir goûter absolument. Hélène ? Ah oui. Je les mange des yeux déjà, moi. Je vais commencer à le couper. Merci. On a fait les petits riz de soleil qui sont sur le côté. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de gourmandise, mais surtout beaucoup de souvenirs. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est tous ces souvenirs qui sont importants pour nous et pour la gourmandise. Donc voilà, c'est le petit écolier. Donc, et alors le Ritz, c'est évidemment une adresse que tout le monde ne peut pas s'offrir. En revanche, les pâtisseries de François Perret, tout le monde peut se les offrir depuis quel comptoir ? Oui, alors le Ritz, c'est aussi un tea time. Donc on peut aussi s'offrir un tea time, un moment privilégié l'après-midi, dans un environnement comme celui-ci, avec une porcelaine, de l'argenterie, un service top qualité. Et aux petits oignons, je dirais, donc au Salon Proust ou au Bar Vendôme. Et puis après, effectivement, si vous avez envie d'emmener un petit peu de Ritz chez vous, là, on a la chance d'avoir le comptoir rue Cambon. Et là, vous pouvez avoir des produits à emporter chez vous et à déguster chez vous ou à offrir. Donc l'idée, c'était clairement de sucrer un peu Paris avec le Ritz, si je puis dire. Moi, il y a quelque chose que j'ai goûté qui n'est pas ici, c'est la madeleine cœur fondant. Alors, il y a plusieurs choses qui ne sont pas ici. Il y a même beaucoup de choses. Alors, effectivement, il y a les petites madeleines cœur fondant. Maintenant que vous me le dites, j'aurais pu les apporter. Je vais peut-être remédier au problème. Alors, l'idée, c'était d'avoir un petit peu des produits qui puissent constituer des coffrets. C'est une madeleine en trompe-l'œil, c'est ça ? Oui, alors il y en a plusieurs des madeleines chez nous. Alors, on a les petites madeleines fourrées, qui effectivement, l'idée, c'était de pouvoir, je dirais, avoir une autre offre que ce petit biscuit rond qu'on connaît tous, mais pouvoir constituer des coffrets et avoir une pâtisserie qui s'emporte et qui se conserve et qui voyage, d'où la madeleine. Elles sont toutes fourrées individuellement et toutes glacées avec des couleurs différentes. Mais on a aussi l'entremets madeleine. Voilà, et l'entremets madeleine, c'est cette fameuse madeleine en trompe-l'œil. Tout à fait. Qui a trompé Céline Dion. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si, vas-y. C'était sur cette même place. Céline dansait, moi aussi. Ah bon ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai.
Je pense qu'elle s'en souvient d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'est plus là. Voilà, merci. Elle a disparu. Ouh, toi, je sens qu'il va y avoir un petit truc. Et du coup, elle me manque, donc, elle me je devais lui amener cette fameuse madeleine dans une assiette. Donc, je lui ai amené la madeleine comme ça. Et donc, cette madeleine étant un trompe-l'œil relativement bien réalisé, elle a vraiment cru que c'était une vraie madeleine. Donc, elle a mis les mains dedans. croqué dedans. Et c'est passé ce qui s'est passé, puisque c'est un entremets. Elle a défoncé la madeleine. Et de manière assez directe et instinctive, elle m'a fait lécher son doigt. Je pense que c'est à peu près les mots qu'on pourrait dire. Toi, Myriam, tu es la fondatrice de la Maison Aleph. Oui. Tu as 2 adresses, Oui. rue de la Verrerie, rue des Abbesses. Exact. Tu viens d'Alep. Oui, Pourquoi on dit Maison Aleph alors que tu viens d'Alep? parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Parce qu'Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. La première lettre de l'alphabet commune au peuple du Levant. Et j'avais envie de nommer donc cette maison comme la première lettre, le alpha, le début d'une histoire. Et alors au début, tu n'es pas du tout pâtissière, tu es tradeuse. Oui, j'ai travaillé en finance. Qu'est-ce qui fait qu'on passe des super profits aux super profiteroles? Elle est bonne celle-là. Pas mal. En anglais, on m'avait dit une fois from banking to baker, mais Pas mal, bon, pas tu mal. vois. Écoute, parce que j'avais déjà accompli 12 ans de vie professionnelle en finance, en salle de marché, mais j'avais accompli un petit peu ce qui si tu veux, les challenges, les défis professionnels que je m'étais fixé aussi, d'aller sur un terrain qui n'était pas d'office ouvert à une femme, qui était c'était un milieu assez misogyne, assez machiste, mais j'étais très contente de remplir ces défis-là. Et au bout de 12 ans, j'avais pour moi fait un petit peu le tour de la question, et l'évolution naturelle aurait été de gérer une équipe et d'être dans le management, etc. Et en vrai, j'avais pas envie de ça. Alors j'ai vu que donc, tu étais originaire d'Alep en Syrie. Ouais. Et j'ai vu que c'était une grande ville gastronomique. Oui. Alors en fait, c'est une ville très riche gastronomiquement et parce que toutes les familles cuisinent. Que ce soit les milieux populaires ou les milieux bourgeois, tout le monde cuisine, tout le monde accorde énormément d'importance au sourcing des matières premières. C'est inné dans la cuisine et dans la manière de cuisiner. Et ensuite, parce que c'est une ville qui a été le dernier, c'est là où il y a eu le premier consulat français de l'histoire. Enfin, c'est vraiment un comptoir. Qui était sur la route de la soie. De la route de la soie et des épices. Et donc, beaucoup de gens se retrouvaient de toutes les origines dans cette ville-là. Et c'était des bons vivants et c'était des jouisseurs. Et donc, la gastronomie a en effet une place importante, mais elle est vitale en fait, elle fait partie du quotidien. On ne mange pas si on mange mal, on préfère sauter un repas si c'est pas bon et c'est pas Donc tu as une préparé. pâtisserie qui est à mi-chemin entre les pâtisseries traditionnelles françaises et les saveurs orientales, les traditions orientales. Alors en fait, ce qui définit Aleph, c'est un petit peu ce que j'en fais. Et moi, mon inspiration et ma technique évoluent d'année en année. Et en réalité, au tout début, ce que j'avais envie de faire et ce qui m'avait animée et de rentrer dans ce métier avec tout ce que ça implique en termes de travail, d'heures, d'acharnement et aussi d'être dans l'entrepreneuriat, donc de monter cette maison-là, c'est de faire découvrir des textures non communes à la pâtisserie française. Donc le croustillant, moi j'adore le croustillant. Gamine, j'allais secrètement manger la base des cheveux d'ange, des pâtisseries en cheveux d'ange de manière super discrète pour que mes parents, par exemple, ici. Donc j'adore le croustillant et j'avais envie de travailler un petit peu le croustillant en pâtisserie. Donc c'est venu de là et puis j'adore toutes les saveurs qu'on a peut-être qui étaient en tout cas il y a 6 ans, 7 ans totalement galvaudées en France, que ce soit même la fleur. Aujourd'hui on trouve beaucoup plus de fleurs d'oranger dans les pâtisseries, mais je veux dire c'était synonyme de mauvaise qualité ou de choses pas du tout qualitatives. Pour avoir goûté de nombreuses fois les pâtisseries orientales, elles ont souvent cette réputation d'être très sucrées, très grasses, etc. Et c'est pas ce qui se reflète. D'être très sucrées, très grasses, toujours les mêmes parfums. Et donc c'est pour ça, pour moi,
ni je réinterprète la pâtisserie du Moyen-Orient, ni je crée à chaque fois quelque chose de nouveau qui, j'espère, plaît à chaque fois. Donc là, par exemple, qu'est-ce que tu nous as amené? On a donc là, c'est notre galette qui a un rendez-vous, un énorme rendez-vous des Parisiens chaque année. Là, c'est une tarte au coin. On débute la saison. C'est une crème d'amande très fondante avec une compotée de coin à la vanille et des coins pochés dans un sirop caramel et cannelle. C'était un peu travailler la tarte tatin, mais de manière différente sur un fruit qui est, pareil, peu travaillé, peut-être en pâtisserie, mais moi qui me rappelle énormément de souvenirs d'enfance. Et là, c'est une tarte chocolat pistache. C'est une tarte, c'est un praliné pistache à la bigarade. Donc la bigarade, c'est l'orange amer, qui va apporter en même temps un côté floral, puisque c'est l'orange de l'arbre qui produit la fleur d'oranger, et aussi cette petite amertume que j'aime tant dans les pâtisseries. Qu'est-ce que Hélène, vous avez envie de goûter? Petite préférence? Mais moi, je vais tout goûter. Ok. Donc on va commencer par la première, on va finir par la J'ai une dernière. question pour la galette des rois. Ok, on y va. Donc là, j'ai ramené elle est sans déco, puisque j'ai pas En encore... attendant qu'elle te coupe voilà. la galette. Donc c'est l'amande de fleur d'oranger, la classique. Moi, je savais qu'il y avait des classements, mais maintenant, il y a le classement des classements. C'est quoi la liste? Alors la liste est comme, on l'appelle souvent le classement des classants parce qu'il agrège tout ce qui se classe, se note, se critique d'un point de vue restaurant dans le monde entier. Et on a un système algorithmique assez sophistiqué qui permet dans le monde entier d'avoir une base de données de restaurants énorme, on en a presque 30 000, et de classer les 1000 meilleurs une fois par an. Donc on a une application qui permet de trouver le restaurant autour de soi peut partout dans le télécharger monde. sur n'importe quel téléphone mobile. Exactement, gratuite, dans plein de langues, qui marche dans 200 pays. Au fin fond de certains pays, il y a toujours un restaurant qui est sélectionné par la liste. Donc ça agrège aussi bien le Goemio, le Michelin que TripAdvisor. Oui, absolument. Pour chaque restaurant, ils ont un peu leur petite revue de presse. On peut voir combien ils ont chez un tel, quel classement ils ont chez un tel, que dit Forbes, Vogue, Paris Match, Figaro. Et alors, une fois qu'on a téléchargé cette petite appli, on peut réserver aussi? Oui, il y a toujours des liens pour aller sur les bons sites pour réserver. Et on faisait ça avec les restaurants. Et quand on se balade, il n'y a pas que les restaurants pour manger des bonnes choses. Il y a de plus en plus les pâtisseries. C'est vraiment devenu des spots gourmands au même titre qu'un restaurant pour déjeuner ou dîner. Maintenant, quand on visite un endroit, on peut avoir faim à n'importe quelle heure. On a envie de prendre un bon petit déjeuner, d'aller bruncher, d'aller goûter, de manger sur le tard. Donc vous avez fait les 1000 premières pâtisseries au monde. On est en train, là on en a plus de 700, on les agrège, on les géolocalise, on les renseigne pour que on puisse trouver une bonne pâtisserie autour de chez soi quand on voyage. Mais c'est quand même une tendance de fond que d'aller découvrir de bonnes choses et goûter de bonnes choses dans les pâtisseries. Déborah, toi, tu es la propriétaire de la librairie gourmande, que tous les food addicts connaissent. Sauf que tu n'étais qu'à Paris et maintenant tu es à Dijon, Exactement, à la depuis Cité de la 6 Gastronomie. mois. Alors tu as fait toi-même tes propres livres pour montrer l'exemple. Alors plus exactement, c'était des thématiques qui n'étaient plus exploitées par les éditeurs, je les ai réclamées. Et puis, je sais pas, ils ne trouvaient pas d'auteur, ou j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais les écrire moi-même. Tu as fait des livres de rêves, puisque tu as fait l'abrillage de nos rêves, J'espère, ouais. les cookies de nos rêves, les boulettes de nos rêves. Et les petits gâteaux. Et les petits gâteaux qui de viennent nos de rêves. sortir, oui, tout à fait. C'est quoi le secret d'un bon livre en cuisine? De pas mentir, de pas tricher. Non, mais c'est tout bête. Hein, Avec mais... des recettes qu'on arrive à refaire? Oui, exactement. Et de donner les vrais trucs et astuces. Parce que très souvent, dans les livres, en fait, il manque ce qu'on apprend quand on regarde quelqu'un faire. En fait, c'est tout bête, mais c'est aussi le paradoxe. C'est-à-dire que les lecteurs, les acheteurs veulent des recettes simples, mais veulent avoir un résultat exceptionnel. Et il y a un moment où non. C'est-à-dire que ça ne peut pas être rapide, facile, pas cher, avec les ingrédients qu'on trouve au supermarché du bas, et d'un niveau... le commis. C'est ça. Donc il y a aussi un moment où il faut accepter que les recettes peuvent être parfois un peu longues, ou en tout cas les explications vont être longues, parce qu'il faut un peu de détails, il faut que ça soit comme si on était à côté de la personne qui fait, et on regarde attentivement. C'est quoi le best-seller de la librairie gourmande?
Je crois que là, depuis quelques années, on est sur le simple Simple de Ottolenghi. Ça reste, c'est un ouvrage. Là, une des grandes références. Ah oui, mais qui se vend partout, c'est-à-dire toutes les librairies, généralistes ou pas, les grandes surfaces. C'est vraiment le livre qui a révolutionné ces dernières années. Et puis les petits opus de Cyril Lignac, sortis depuis le confinement. Là, on est au numéro 6, spécial fête. Là, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus chaque année. C'est impressionnant au point de vue chiffre. Pourquoi ça a un tel succès, ceux-là? Parce que justement, c'est accessible. Accessible. Et puis Cyril Lignac, il y a quand même le côté vu à la Il y télé. a aussi le côté, oui. C'est clairement. médiatisé. Et toi, Amélie, donc tu es dénicheuse de goût. Moi, je suis dénicheuse de Test goût. Hunter. Oui, Test Hunter pour les World 50 comment, Days. comment on trouve des petites pépites? Alors, comment on trouve, ça dépend un petit peu dans quelle région du monde tu es. Mais moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis chefs. Donc du coup, je vais découvrir leur cuisine quand je suis envoyée dans des endroits dans le monde et ils me prennent avec eux dans leur univers. Et c'est vrai que souvent, je vais découvrir des nouveaux talents grâce à leur scope et grâce au fait que souvent les plus jeunes sont passés dans leur cuisine et du coup, on en entend parler et ça crée un réseau et ça dépend dans quelle partie du monde on voyage, mais du coup, on découvre des jeunes talents qui ont aussi la technique parce qu'en fait, pour pouvoir devenir excellent, il faut avoir aussi les bases. Alors non seulement tu les découvres, mais tu les conseilles. Aussi, ça c'est une autre casquette, ça c'est plus que quand je travaille en consultance, donc du coup je peux les aider à définir un peu leur image, leur identité, savoir comment ils veulent se positionner sur le marché, que parfois ils ont besoin d'aide pour appliquer la notion de durabilité dans leur projet, voir comment ils vont développer leur menu. Donc ça c'est plus grâce en fait aux 10 ans que j'ai passé proche justement des chefs et dans leur cuisine, à pouvoir comprendre comment se passe le process créatif et comprendre de l'autre côté comment ça se passe au niveau de l'expérience client et essayer de les épauler au mieux pour arriver à être le mieux compris par l'audience en fait. Alors du coup, ça t'a permis de faire un livre qui s'appelle Les 150 restaurants à faire avant de mourir. Ça c'est un peu le sketch à Londres. Ouais, mais ça c'est un peu comment je vais dire c'est un regard parce que déjà il évolue. Et il y aura une nouvelle édition qui va sortir l'année prochaine. Mais c'est un regard sur la gastronomie mondiale, sur les endroits, je dirais, emblématiques qui m'ont marqué et surtout comment expliquer. Parce que derrière chaque restaurant, il y a une histoire et il y a un chef qui exprime son vécu et sa sensibilité. Et donc, c'est l'idée de pouvoir avoir un format qui amène tout un chacun à pouvoir avoir des endroits inspirants qu'il va visiter quand il voyage. Quelle est votre plus grande émotion gastronomique ? Vous avez tous l'occasion de tester des milliers de plats, des milliers de desserts, des dizaines de restaurants. Quel est votre meilleur souvenir, Déborah ? Moi, je crois que ça reste le Crillon en septembre 2007. À l'époque, c'était encore Jean-François Piège. Ouais. Et ça reste un souvenir. Je me souviens exactement de ce que j'ai mangé. C'était le plateau télé pour démarrer. Ensuite, j'avais eu la paella qui était complètement déstructurée. Et le dessert, c'était un finger, c'était époustouflant. Les cloches baccarat pour le plateau de fromage, les pots de plantes fraîches pour les infusions, la salle du Crillon des ambassadeurs de l'époque. Pour moi, ça reste un souvenir exceptionnel. Et pour en avoir fait plein d'autres, j'ai eu des super émotions depuis, mais c'est vrai que ce dîner reste David Birou en salle, Jean-François Piège et Jérôme Chaussès en cuisine et en pâtisserie, ça reste... François ? Moi, je vais changer de créneau. Moi, je dirais soit le gâteau mousseline de ma grand-mère, soit la crème anglaise de mon père. Je trouve que j'ai fait pas mal de grands restaurants aussi, mais je trouve que les grandes émotions, elles vont au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. Elles sont vraiment apportées par un côté très personnel et de supplément d'âme, voilà. Et voilà, et ça sert à rien d'essayer de le refaire. D'ailleurs, j'ai les recettes, mais ça sert à rien puisqu'aujourd'hui, ça n'aura rien à voir forcément avec ce que je goûte quand c'est eux qui les faisaient. Il y a une grande pâtisserie française que tu aurais aimé inventer ? Une grande pâtisserie, beaucoup. Il y en a un paquet. Vous avez déjà l'opéra. L'opéra. Moi, d'ailleurs, si un jour je peux caresser l'espoir que ma Madeleine devienne aussi mythique qu'un opéra, j'aurais réussi ma vie, quoi. Une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais comment t'as fait pour faire un iconique ? Je dis, en fait, déjà, j'ai pas fait un iconique, j'ai fait un gâteau. Ensuite, ce gâteau, il a été goûté par des clients et ces clients l'ont mis de plus en plus haut dans leur fétiche. Et puis, petit à petit, ça devient un incontournable de la maison, dans un premier temps.
J'aurais pas la prétention de dire qu'il sortira de la maison, mais en tout cas de la maison, c'est une certitude. L'entremet Madeleine est devenu, avec l'entremet marbré, est devenu un iconique de la maison. Mais c'est vraiment c'est le client qui va décider et qui va en faire un incontournable. Tu as fait un livre aussi qui date un petit peu, mais comme tous les livres de cuisine Oui. et de pâtisserie, c'est intemporel, Tout à fait. qui est particulièrement J'ai plus la date de sortie, je crois que c'est 2018. beau, avec franchement des photos qui sont juste incroyables. Il n'a pas tellement vieilli. Hein. Non, Non, comme toi. mais ça me fait plaisir parce que quand j'ai fait le livre, ça a été un. J'avais peur justement de savoir comment il allait vieillir. Alors là, la préface a été faite par Michel Troisgros, parce que c'est un des chefs que je respecte énormément. C'était mon chef premier 3 étoiles. chef en tant que chef pâtissier déjà, donc forcément il y a quelque chose. Et quand j'ai sorti ce livre, c'était pour moi évident que ce soit lui qui réalise la préface, parce qu'il m'a énormément importé sur le goût, sur la perception de ce goût, sur les équilibres, sur l'acidité, voilà, sur le contrebalancer en gros ce sucre et jouer avec en fait. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis, de jouer avec. Hélène, ton meilleur souvenir gastronomique à part Là, je suis en train de à savourer part l'instant T. J'ai pas eu de celui-là galette. parce que je n'ai pas déjeuné. Tu veux bien une petite Ouais. galette? J'aime bien donner les exemples étrangers. Ouais. Euh, Toujours important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Exactement, toujours rester ouvert sur le monde. Moi, je suis quand même une bonne Française avec un palais français élevé au beurre, à la crème et aux œufs en Bretagne. Donc, de toute façon, un chocolat chaud avec une tartine de pain, un beurre salé trempé dedans toujours. c'est Moi, bon. de toute façon, c'est mon médicament. Hein. Back to basics. Ah ouais, bon, bref. Mais une émotion gastronomique, je cite souvent celle de Shanghai chez Paul Perret. Ultraviolet à Shanghai pour être venu spécialement pour lui 24 heures, une expérience unique où on est dans une salle avec des projections à 360, une table d'hôtes unique et où on s'attend en fait à ce que, si vous voulez, le chaud l'emporte sur ce qu'on trouve dans l'assiette et j'ai été tellement surprise par le niveau d'excellence des plats que j'ai mangés, notamment une peau de canard laquée au Coca-Cola avec une ambiance street food, Shanghai à fond les ballons, que voilà, j'en garde un souvenir mémorable avec un chef derrière qui mesure tout, qui calcule tout. Voilà, qui est en chef d'orchestre, directeur de film, et qui donne tellement en quelques heures que c'est un souvenir assez mémorable. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'ouverture aussi d'esprit à l'étranger pour avoir un canard laqué au Coca-Cola qu'en France? Parce qu'en France, si on fait un canard laqué la peau, si on fait la peau du canard laqué au Coca-Cola dans une... Il paraît qu'il a mis 10 ans d'ailleurs Mais moi j'adore travailler parce la que je trouve recette. qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite au goût aujourd'hui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas une plus grande ouverture d'esprit Je pense à l'étranger qu'en qu'en France. il y a plus, ça bouillonne de créativité, mais c'est vrai qu'il y a certains codes qu'on respecte encore beaucoup et dont les étrangers se libèrent Je plus pense. facilement. Ouais. Myriam, Oui, peut-être. toi, le repas, le plat, le dessert qui t'a le plus inspiré, le plus créé d'émotion? Écoute, ce que vient de dire Hélène m'a énormément inspirée. Bien évidemment, il y a énormément d'émotions autour de la table. Mais c'est vrai que des émotions, des combinaisons simples peuvent provoquer énormément d'émotions. Et c'est vrai qu'une tartine beurre-miel, c'est ce goût, en fait, je peux terminer une baguette entière avec ce goût-là. Ou alors du halva, tu vois, c'est une pâte à base de sésame qu'on utilise en pâtisserie. C'est pareil, c'est beurre, pain et du halva. Donc il y a une pâte de sésame sucrée. Moi, je peux terminer une baguette entière. Alors, il y a la pâtisserie qui se mange, et toi, François, tu as inventé la pâtisserie qui se boit. La pâtisserie qui se boit, oui. Moi, je m'attendais, Oui. je suis allé goûter quand même, et je m'attendais à tomber sur une sorte de milkshake, et pas du tout. Non, mais alors toujours dans cette dynamique d'avoir un produit qui se consomme facilement par rapport aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure. Donc on a la viennoiserie en finger, on a la boisson, le gâteau à boire. L'idée c'était d'avoir un gâteau qu'on puisse boire en marchant, parce que je me suis dit que Paris était beau, qu'on pouvait s'y balader, mais manger un gâteau en marchant, c'est un peu compliqué. Alors, il y a quoi Donc, dans cette on va le boisson? boire. Donc on a fait un lait biscuité, on a rajouté une crème fouettée, une sauce caramel en fonction du gâteau que vous avez choisi, et puis un crumble qui est à base soit d'amandes torréfiées, soit de biscuits torréfiés, soit de crumble tout court. Ça dépend vraiment la boisson. Donc on en a 3. Et là on va avoir notamment la petite biscuit en plus pour Noël. Donc Et alors, on on peut décline prendre un des petit gâteaux. shot en grand Alors format. c'est des formats, c'est 25 centilitres si je dis pas de bêtises et 33. Ouais.
Et je trouvais ça assez sympa, de même que le millefeuille à manger à la main. Parce que je trouvais marrant de faire un millefeuille à manger à la main, sachant que déjà le millefeuille dans une assiette, c'est compliqué. Donc je trouvais que ça faisait un beau pied de nez au millefeuille de le faire à la main. Donc j'ai créé un moule pour cuire exactement. Tu sais que Myriam, elle est allée plus loin que toi, elle a fait le 1001 feuilles. Oui, alors je vais aller les compter. Bon, le nom, j'avoue que c'est pas le nom le plus... il est un peu naze ce nom. Mais non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, parce qu'on s'en Alors souvient. non, pour le coup, non. Je trouve qu'il faut se faire plaisir. Voilà, mais Et si bon, te faire plaisir à ce moment-là, c'était voilà. d'appeler 1001 feuilles, eh ben c'est 1001 feuilles. Voilà, Ceci c'était étant, avant la création, avant l'ouverture. C'est pas un peu plus contraignant de trouver des noms de Moi, pâtisseries je déteste plutôt ça. que de... Quand Ça y les est, noms de j'en ai plats, inverti. souvent, on se laisse aller et des tartines et Moi, il y j'ai a 3 lignes de décidé, plats. j'ai très vite décidé, je me suis dit déjà, trouver les prénoms de mes enfants, ça a été un peu immédiat, ça a été facile. Donc déjà, créer une pâtisserie, ça prend de l'énergie. Ensuite, il faut que je trouve un nom à la hauteur de ce que je pense être de cette pâtisserie-là. D'ailleurs, c'est avec un nom très simple, la tarte aux fraises, fleur d'oranger, pistache girande, qui a eu le prix Fou de pâtisserie. Oui, c'était un super moment. C'était l'année dernière où j'avais envie de vraiment retravailler la tarte fraise. Je me dis, c'est quand même un basique de la pâtisserie française qu'il fallait que je retravaille. Et je me souviens, tout le mois d'avril, mettre pendant deux longues semaines, retravailler, retester. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais en fait apporter à cette pâtisserie-là qui est désarmante de simplicité et aussi en même temps tellement épanouissante. Elle est tellement épanouissante, cette tarte aux fraises. On parlait de distinction. François, toi, tu as été le chef pâtissier de l'année 2017 et tu as été le plus grand chef pâtissier de restaurant au monde. 1m87. 1m87. Non, mais ça change quelque chose vraiment ou pas? Ça fait plaisir. Déjà, forcément, ça fait énormément plaisir. Et je trouve qu'aujourd'hui, je n'en reviens toujours pas, moi, personnellement. D'avoir les récompenses qu'on a eues, parce que je dis on, parce qu'on a quand même une équipe derrière, et puis il y a une maison qui nous porte aussi, donc ça, c'est quand même pas rien. Ouais. Mais c'est vrai que ça réconforte, ça motive, et ça renforce dans votre esprit de conviction et de création. Exactement. Et je dirais même que la seule chose que ça apporte, véritablement, c'est ça, c'est de la confiance en soi, quoi. Et la confiance en soi, elle est indispensable si vous voulez créer. Parce qu'on est quand même là pour ça, on est quand même là pour nourrir. Chef pâtissier du rite, c'est un peu une distinction. C'est une grosse pression. Ouais. C'est une belle distinction. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des contraintes un peu comme dans les palaces? Souvent, il y a des incontournables, même si on fait de la grande gastronomie dans les palaces, on est obligé de mettre de la César salade, des spaghettis carbo et des trucs. Ouais. Est-ce que c'est pareil en pâtisserie où tu es obligé un peu de faire des incontournables, je sais pas, non, mais la contrainte, moi déjà, j'ai souvent tendance à dire, la mariée est belle, elle est exigeante déjà, ça c'est la première chose. Vous avez la chance d'avoir, moi je m'occupe de tous les points de vente, on gère 33 personnes, l'hôtel tourne 7 jours sur 7, 24-24, les premiers arrivent à 3h du matin, les derniers pâtissiers partent à 2h. C'est-à-dire c'est du non-stop, quoi. On fournit de la vente à emporter, du salon Proust, du comptoir, les chambres, l'événementiel. Les incontournables aujourd'hui, c'est à nous, par la construction de nos cartes, de faire en sorte de balayer le plus largement possible pour éviter que le client nous dise bah non, moi je veux ça, et ça je ne l'ai pas. Donc c'est à nous, dans la construction de nos cartes, de faire en sorte d'avoir le choix le plus réfléchi possible, le plus intelligent possible, pour pouvoir emmener nos clients avec nous et limiter au maximum leurs cartes. Et là, il y a une grosse réflexion à faire, il y a un gros travail en amont pour justement éviter au maximum que le client parte sur des choses ou demande des choses que nous n'avons pas. Mais c'est quand même à nous d'éduquer le client, quoi, je pense. Hélène, dans la liste restaurant, le premier chef de la liste les 2 dernières années, c'était Guy Savoie. Ouais, le premier restaurant. Et il a dit l'autre jour que le seul vrai pays de la gastronomie, avec toutes ces multitudes de talents, ces multitudes de saveurs et ces multitudes de terroirs, il n'y avait finalement que la France qui était le plus grand pays de la gastronomie et qu'il fallait un peu remettre l'église au milieu du village. Alors, il faut défendre son pays, c'est normal. C'est un peu ça l'objectif de la liste? Non, pas du tout. De redorer un peu le... Non, le terrain de la liste, c'est la planète entière, c'est la planète gastronomique entière.
toute région, tout pays, tout terroir confondu. La France a un rôle important parce qu'elle a quand même beaucoup d'avantages et Guy Savoy le dit souvent, c'est qu'on trouve tellement de bonnes choses en France, il y a tellement de terroirs différents, il y a toutes les saisons, il y a plein de terres, il y a toutes les côtes, il y a les montagnes. Donc la variété, la diversité des produits sur lesquels les chefs peuvent s'éclater est énorme. Et puis il y a toute l'histoire, il y a toutes les écoles de cuisine, les formations en salle, etc. qui font qu'on a un patrimoine extrêmement riche. Mais la gastronomie aujourd'hui, c'est le monde entier, avec des gastronomies plus ou moins jeunes, des gastronomies plus ou moins dynamiques, des héritages différents. Mais maintenant, quelqu'un qui aime bien manger voyage partout. On voyage pour bien manger, on construit ses voyages en fonction des endroits, on va pouvoir déguster, aller dans des marchés, rencontrer des producteurs, des vignobles. Il n'y a plus de frontières maintenant. Et il faut prendre ça en compte. Donc en tant que c'est un moyen de pouvoir découvrir la culture, des cultures différentes. Finalement, c'est un vecteur de découverte, la cuisine. Quand on arrive dans un pays qu'on n'y connaît rien, le premier plaisir, c'est aussi, quand on n'y connaît rien, c'est de se mettre à une table et d'essayer de découvrir les choses à travers les goûts et les sensations. Et comme vous accueillez le monde entier, c'est pour ça que vous remettez et vous dévoilez la liste au ministère des Affaires étrangères. Nous, on est là, donc on est basé ici. On est quand même dans une capitale qui peut accueillir tous les chefs du monde entier et faire une cérémonie et une soirée prestigieuse. Mais on met en scène la gastronomie mondiale. Là, on est en train de préparer la cérémonie qui va avoir lieu dans 3 semaines. On aura un cocktail avec des Chinois, des Coréens. On fera un prix d'honneur à Michel Guérard. Il faut savoir mélanger les pays, les générations, les genres. Il faut mélanger tout ça. Franchement, il faut que les uns inspirent les autres, que les jeunes regardent avec envie les anciens et que les anciens prennent plaisir aussi à aller à la découverte des jeunes. Moi, c'est ma principale motivation dans mon métier. Moi, je transmets rien, mais je fais en sorte que ça circule. Après, moi, ce que je voulais rajouter, juste par rapport à ce qu'Hélène a dit, c'est qu'aujourd'hui, ce que je trouve beau dans nos métiers, cuisine, pâtisserie, c'est que dans le monde entier, on travaille quasiment les mêmes produits. À peu de choses près, parce qu'aujourd'hui, on est ouvert à tout. On travaille tous les mêmes produits. Et pourtant, on arrive tous à en faire quelque chose de différent. Et c'est ça qui est magique aujourd'hui, c'est qu'une tarte aux pommes, ça c'est un gâteau aux pommes, mais moi, je parle de ce qu'il y a sur la table parce que c'est ce qu'il y a devant moi, mais on a tous les mêmes ingrédients, il n'y en a pas un qui fait la même chose. C'est ça qui est beau, c'est que vous décortiquez un gâteau, vous allez avoir multitude d'ingrédients qui ne ressemblent à rien, qui n'ont aucune structure, et pourtant on ressort quelque chose d'architectural, de gustatif. Et c'est ça qui est magnifique dans nos métiers. Dans cette émission, on aime bien parler aussi des coups de cœur parce qu'on aime bien que les gens talentueux qui sont autour de la table recommandent aussi les adresses. Myriam, quand tu n'es pas dans ta pâtisserie, où est-ce que tu aimes aller ou qu'est-ce que tu aimerais recommander? Je suis rarement en dehors de ma pâtisserie, j'avoue. Tiens, vas-y, je t'en prie. Elle n'est quand même pas ouverte 24 heures sur 24, même si on peut se faire livrer. La pâtisserie, non, mais le labo, oui. J'ai découvert, j'ai enfin pu goûter les gâteaux de Maxime, Frédéric, au Tout Paris. C'était, comment te dire, journée de l'été indien à 25 degrés, une vue juste incroyable sur tout Paris, au bord de la Seine, et des desserts très simples, soi-disant, de la pâtisserie française, mais exécutés incroyablement bien. Ah ouais, le Paris-Brest était quelque chose. J'aime aussi beaucoup, pas loin de notre nouvelle boutique aux Abbesses, Chantoiseau. Ouais. 63 rue Le Pic. Oui, écoute, découvert complètement par hasard, un restaurant qui sera sûrement, c'est sûr qu'il va avoir des récompenses, c'est très juste, très original, super bien exécuté et une ambiance bistrotière très agréable. Et puis il y a Thalassa qui n'est pas qu'une émission. Ah oui, non, mais tu vois, ça c'est par exemple la partie marché, moi ça c'est pareil, c'est intrinsèque à mon existence, faire les marchés et justement ça me chagrine quand les dimanches je suis au travail et que je ne peux pas aller faire le marché. Mais pour tout ce qui est fruits de mer et coquillages en fraîcheur irréprochable, dans plusieurs marchés de Paris sur la semaine, ça s'appelle Thalassa Tradition.
Et vous pouvez les retrouver dans plusieurs marchés à Paris et vous avez des super fruits de mer, super coquillages, super frais de Normandie et de Bretagne. Déborah, une petite adresse à Dijon, Betterave. pas loin de la librairie. Mais rien n'est loin à Dijon, le centre-ville. C'est clair. Tout se fait à pied, enfin, c'est génial et c'est magnifique au point de vue architecture. Et Betterave, comme son nom l'indique, fait du végétal, mais du végétal pas barbant du tout. Ils ont un menu lunch à 25 €, entrée, plat, dessert, boisson, qui est juste incroyable. Et ça nous montre qu'on peut travailler le légume intelligemment, de manière gourmande. On sort de là, on n'a pas faim et on n'a pas eu l'impression de pénitence que certaines personnes associent à la cuisine végétarienne. Donc moi, ça a été le coup de cœur. J'y suis allée, dans les 6 derniers mois, j'ai dû quand même y aller 4 ou 5 fois. Donc vraiment, restaurant Petite adresse très, de très cookies, sympa. ça va faire le lien avec ce que tu nous as amené. Cookies, oui, il y a Il y a quoi dans ta petite boîte à malice? Alors ça, c'est le nouveau cookie parce que j'ai fait un livre sur les cookies, j'en ai fait un sur les petits gâteaux et ça, c'est effectivement... Tu fais des livres, mais en plus tu cuisines. Tout à fait, parce que je me suis dit que François n'avait pas assez de gâteaux. Là, c'est beurre de cacahuète, chocolat noir, mais mon coup de cœur cookie du moment, c'est Cookie Diction. Ouais. Oui, elle a ouvert sa 2e adresse et elle fait des cookies absolument décadents qui sont géniaux. Ouais, Cookie Diction. Et en fait, c'est la fille d'un de mes clients et j'ai découvert par hasard que... Ouais, ça sent le beurre de cacahuète. Hein. Là, vous avez tous ouvert le cookie, là, on a de la cacahuète. Ça envahit bien. Ouais, c'est bien. C'est cacahuète. Avec une petite pointe de sel, histoire d'équilibrer. François, quand tu n'es pas en cuisine, tu vas où? Alors, il y a plusieurs adresses. Mais bon, il y a le Café des Ministères que j'aime beaucoup. Ah oui, mais ça, c'est... Tu n'es pas le seul à le citer. Je sais, mais je le recite quand même. Mais j'y suis encore allé tu avec peux. mes sous-chefs il n'y a pas longtemps pour Un des meilleurs vols au petit vent, repas on peut le dire. entre nous. Ah bah, le vol au vent, forcément. Alors, gens après, s'éveillent. une fois que j'y suis allé, il m'a donné du pâté croûte, j'en ai redemandé, il m'a dit je le fais plus. J'ai dit bah, mais pourquoi? Le chou farci est pas mal non plus. Hein. Oui, bah chou farci, ouais. Bah, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ouais, on a fait l'erreur de prendre les deux. Donc, la profiterole aussi est dingue, franchement. Après, il y a Falikia, je ne sais pas si vous connaissez Falikia, j'ai plus l'adresse antenne, c'est Chloé Monchalin qui fait ça. C'est de la street food grecque. Et elle a son mari, qui est Philippe Chronopoulos, qui a un restaurant juste fou, qui a 2 étoiles Michelin. Et ça, je trouve que c'est Palais super, Royal. c'est Palais Royal. Et franchement, si vous n'y êtes pas allé, il faut absolument y aller. C'est 110 vraiment Galerie de Valois. c'est un vrai coup de cœur. Il cuisine à merveille. Et il demande vraiment à être connu parce que je trouve qu'il met le paquet. Et aujourd'hui, il a 2 étoiles Michelin. Et je pense qu'il va très certainement aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Avant de continuer les bonnes adresses, tu as un ustensile de cuisine préféré? Un truc dont tu ne te La sépares maryse. jamais? Forcément. Ah, qui, bah, qui la maryse, permet hein, de ne rien perdre. Bah voilà, vous pouvez rien perdre et puis pour pas mélanger, gâcher. c'est quand même la classe. Hein. Vous allez bien chercher au fond ce qu'il y a. Voilà. On en a même développé une pour le comptoir qu'on vend. Ah ouais Ouais. Myriam, toi, tu as un ustensile. Bah oui, moi c'est mon en dehors de tous les ustensiles de pâtisserie, c'est mon téléphone que Ouais. j'ai toujours dans la poche de mon pantalon et en fait parce que mes idées viennent au moment où je fais et je produis et j'ai des connexions qui se font et je les note tout de suite parce que je commence à prendre de l'âge et si je le note pas, j'oublie. Donc j'ai toujours mon téléphone, comme tu peux le voir, c'est mon bloc-notes quoi. Amélie, toi, tu as des adresses à recommander? Alors oui, bon, j'en ai pas mal en dehors de la France, mais je crois qu'ici on va se concentrer sur Tu sur peux faire Paris. ce que tu veux. Oui. Elle est belge. Oui. On mettra Alors les en photos Belgique, quand même. alors tiens, en Elle est Belgique parce belge. que c'est pas très loin, ça c'est Oui, un parce peu que tu es aussi exotique. chroniqueuse sur Hélène Oui. 24. Exactement. Et donc du coup, il y a un nouveau restaurant, si on parle de la Belgique, de Willem Hill, qui est dans la trentaine, qui est un jeune chef qui interprète la cuisine de la mer du Nord. Son plat signature, son plat signature, c'est la bisque de crevettes grises pêchée par les pêcheurs le matin même. Ouais. Et il vient il travaillait en fait dans la petite maison de pêcheurs de son oncle et il vient de déménager dans une maison absolument sublime à côté d'Ostende, un immeuble brutaliste avec des œuvres d'art tout aussi sublimes et il interprète une cuisine de terroir belge mais très créative et très inspirée par les Danois. Ils travaillent beaucoup sur la fermentation, ils ont 10 hectares autour d'eux. Donc c'est pour moi un chef très très intéressant à aller voir. En Belgique, parce qu'on parle de la Belgique, on parlera de l'air du temps, 2 étoiles du chef Sangoun de Gimbre qui travaille aussi beaucoup avec son potager, avec les saisons et les produits locaux. Alors à Paris, récemment, je suis retournée chez Bruno Verjus. C'est un chef que j'aime beaucoup
et qui a un énorme respect du terroir du produit, comme je disais. Et puis Et un il peu fait en une dehors. tarte aux pralines à la méthode à la chapelle à tomber. Ça, c'était un de tes coups de cœur. Ah ouais. Ouais. Il Donc, est- comme on est dans les Particulièrement desserts, hypnotique, la tarte aux pralines d'un rouge un peu ouais. fluo, là. Et puis sa Ouais, petite tarte au méga chocolat à caviar, elle est marrante aussi. Avec Enfin voilà, c'est un... Un petit dernier à Uzès. Ah oui, bon alors ça c'est plus si on partait, on n'en a pas eu l'occasion, mais De comme bon moi, matin. ce qui m'intéressait, voilà, la créativité des chefs et voir un petit peu comment ils se débrouillent en cuisine avec des contraintes et avec beaucoup de liberté. Donc j'aime bien les espaces de liberté culinaire. Donc je pense à tout ce qui est résidence de chef. Donc évidemment, il y a eu Fulgurance, qu'il y a toujours Fulgurance à Paris, mais il y a aussi Early June, qui est dans le 10e arrondissement, où ils font venir des chefs du monde entier. Et c'est toujours super intéressant parce qu'ils sont tout à fait dans leur élément, ils peuvent se concentrer sur la création et ils arrivent dans un format qui est assez petit, avec des vins nature complètement canons. Et il se passe toujours quelque chose en cuisine. Puis alors à Uzès, voilà, il y a aussi une résidence de chef que j'aime beaucoup, le Chardon à Arles. Oui. Qui a aussi été un des précurseurs, parce que c'est depuis 2012, je crois, qui sont dans ce créneau-là. Enfin, voilà, il y a des tas de... J'aime bien les chefs en résidence comme ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est justement, il y a de plus en plus de jeunes chefs qui ne veulent plus être contraints par un format de restaurant et qui sont de plus en plus itinérants, qui vont d'un lieu à l'autre. Ça va de Carousel à Londres, je disais, comme ici en France, ou comme, il y en a dans les pays nordiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils viennent uniquement avec leur talent et ils interprètent leur identité avec les produits locaux. Et il se passe toujours quelque chose parce qu'ils sont inspirés et c'est vraiment dans une instantanéité. Et ça, c'est la possibilité de voir vraiment leur créativité complète et complètement libre. Ça va faire plein d'adresses, une petite dernière ou une ou deux petites dernières avant de se quitter. Franchement, c'est souvent un moment, un endroit, quelqu'un qui vous fait découvrir une adresse. Et récemment, quand on préparait la liste des pâtisseries, j'ai rencontré Jacques Genin. Ouais. Et il m'a dit, c'est quoi ton truc? Viens m'expliquer ce que c'est, je t'invite à déjeuner. Et il m'a emmené au marché des enfants rouges à manger chez The Butcher of Paris. Et là, sur un bout de comptoir, avec une motte de beurre grande comme ça, il sert des viandes incroyables avec des petits légumes bio. C'était top. Comme quoi, des fois, des choses archi simples avec des produits top qualité. Et puis, à un moment, une rencontre, voilà. Ça, c'était génial. La magie. Et c'est vrai que manger sur les marchés, c'est top aussi. Hein. On a le produit brut, frais, qui arrive très peu transformé. On rencontre le producteur. C'est rare à Paris. Vraiment, C'est très rare à Paris. Ouais. Mais là, celui-là, et c'est des jeunes en plus qui font ça. C'est fou, quoi. C'est top. Moi, j'adore. Eh ben, on va se quitter sur ces bonnes adresses. On va continuer à plonger dans ces petites douceurs avant de remonter à la surface. On se retrouve pour un prochain épisode de Bande de Food. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, vous pouvez nous écouter en podcast, vous pouvez retrouver toutes nos bonnes adresses sur Instagram, TikTok, tout ce qui se partage avec des pouces et des étoiles. Et je vous laisse méditer cet aphorisme de Coco Chanel, célèbre pensionnaire du Ritz pendant 34 ans. Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité. Merci François pour l'accueil. À bientôt. Ciao. Merci.